Salut et bienvenue pour le film au pif. Bienvenue pour ce nouveau numéro du film au pif, et ce soir retour à un numéro normal, puisque dans la précédente vidéo j'avais traité de la deuxième partie du diptyque El Mariachi Desperado, j'avais donc pas pioché de film. Ce soir, retour aux bonnes vieilles habitudes, je vais donc piocher un film au hasard dans les étagères qui sont là ou là, et puis je vais essayer de vous en parler comme ça de mémoire, en vous pitchant rapidement l'histoire du film, ou en vous glissant quelques petites anecdotes autour du tournage, histoire de vous donner envie de voir le film. Mais avant de commencer, toujours le traditionnel petit pari, et ce soir je vais continuer à miser sur les genres de films, et je vais continuer à miser sur la science-fiction. Soyons fous. Donc, voyons ça de ce pas, et ce soir je vais piocher dans ce secteur-là. Voyons ça, et je pioche Impitoyable, de Clint Eastwood. Alors, Impitoyable. Gros morceau aussi celui-là. Western américain, de Clint Eastwood donc, réalisé en 1992 et d'une durée de 125 minutes, donc 2h05. Et qui signe ici un petit peu le champ du signe, justement, pour Clint Eastwood en ce qui concerne les westerns, puisque je pense que c'est son dernier western, il n'en a pas refait depuis, ni en tant que réalisateur, ni en tant qu'acteur. Ce qui donne donc une petite saveur supplémentaire à ce film, puisqu'on sait qu'à partir de celui-là, on ne le verra plus dans le genre western, ce qui est quand même son genre de prédilection, puisque Clint Eastwood, tout le monde sait, enfin vous n'êtes pas sans savoir que Clint Eastwood, c'est Monsieur Western. En tout cas, c'est ce qui l'a lancé, c'est avec ça qu'il s'est fait connaître et qu'il est devenu une superstar. Il en a aussi bien réalisé que interprété, et interprété ceux qu'il a réalisé aussi d'ailleurs. Je peux vous citer bien entendu la trilogie du dollar de Sergio Leone, donc il va y avoir Pour une poignée de dollars, il va y avoir la suite pour quelques dollars de plus, et puis la troisième suite, si tant est que ce soit des suites, qui est Le Bon, la Brute et le Truand. Cette trilogie est un peu comme celle de La Chèvre, Les Compères et les Fugitifs avec Depardieu et Pierre Richard. C'est pas vraiment des suites, si on veut, mais c'est un petit peu des aventures basées sur le même personnage, sur les mêmes personnages, on va dire. Voilà, c'est des variantes, quelque part. Quoi qu'il en soit, c'est certainement les westerns les plus connus, même encore aujourd'hui, avec Il était une fois dans l'Ouest et Mon nom est personne. Donc tout ça est très Sergio Leone. Sauf Mon nom est personne, puisque officiellement c'est Tonino Valeri qui l'a réalisé, mais tout le monde sait que c'est Sergio Leone. Donc voilà, j'en avais déjà parlé de ça. Je pense que je reparlerai quand je piocherai le film en fait. Alors bien sûr, Clint Eastwood, c'est pas en jouant seulement dans ces trois westerns-là qu'il a gagné ses lettres de maître du genre, puisqu'on a pu aussi le voir dans Pendez-les haut et court, dans L'homme des hautes plaines, ou encore dans Pale Rider, qu'il a d'ailleurs aussi réalisé, ou même encore dans José Wells hors la loi, qu'il a encore une fois réalisé. Et puis, je sais plus, mais certainement quelques autres, comme ça. Donc le gars, voilà, si on l'appelle le maître des westerns, c'est pas pour rien. Et donc, Impitoyable qui vient clôturer cette phase-là de sa vie, puisque son personnage dans le film, c'est plus ou moins une synthèse de tous les autres personnages qu'il a pu incarner dans les westerns au cinéma, et à qui il dit au revoir, quoi. Alors Clint Eastwood, c'est pas non plus que des westerns. D'ailleurs, je pense qu'il aimerait pas qu'on se souvienne de lui que pour ça non plus, puisque depuis quelques années, il a quand même réalisé pas mal de films, dans pas mal de genres différents, et qui, à chaque fois, d'ailleurs, sont des cartons. Même ces tout derniers, ils ont à chaque fois fonctionné. Là, je crois maintenant, par contre, que il va devoir arrêter, hein, parce que l'âge faisant, il a quand même 93 ou 94 ans, il me semble. Donc ça devient vraiment compliqué pour lui maintenant peut-être pas de réaliser, mais au moins d'incarner les personnages principaux dans ses films. Donc je pense que même s'il réalise encore, on le verra plus devant la caméra, il restera derrière, quoi. Mais c'est pas grave parce qu'il l'a déjà fait et ça a plutôt eu du bon, puisqu'il nous a fait quand même, à chaque fois qu'il est réalisateur, c'est quand même la plupart du temps des très bons films. Hein. Donc pour en citer quelques-uns, par exemple, alors dans le désordre, hein, parce que voilà, il va y avoir, je sais pas, Un monde parfait avec Kevin Costner qui est excellent, bien sûr Sur la route de Madison, on va avoir bien sûr Grand Torino aussi qui est excellent, même La Mule qui fait partie de ces derniers, je sais pas, j'en ai cité d'autres avant comme Pale Rider aussi qui était excellent, voilà, donc Clint Eastwood, voilà, on va pas faire tous ses films, mais il a quand même réalisé beaucoup de bons films, et sinon lui-même en tant qu'acteur a joué aussi dans beaucoup de bons films, puisque Clint Eastwood c'est aussi l'inspecteur Harry, je pense que ça tout le monde le sait aussi. Il a fait une série de 6 films sur Harry, et voilà, donc c'était aussi un rôle très marquant. C'est certainement l'inspecteur Harry qui marque le début de l'ère des flics qui ont tendance à faire justice eux-mêmes au cinéma, et qui usent pas mal de leurs flingues, en plus de rajouter quelques punchlines, bien entendu. Donc là, vous les avez tous, hein, genre Chuck Norris, Schwarzenegger, je sais pas moi, Charles Bronson, enfin, tous un petit peu, ils sont passés par là, quoi. Et je pense que c'est l'inspecteur Harry, le pionnier en la matière. Mais revenons à Impitoyable et à son casting, puisque non content d'avoir Clint Eastwood, bien sûr,
en tant que rôle, on va dire, principal du film, on va aussi avoir pas mal de grosses vedettes autour de lui, dont Morgan Freeman, bien entendu, qui va l'accompagner tout le long du film. Alors Morgan Freeman, ai-je besoin de le présenter, puisque c'est quand même un acteur aussi, celui-là qui a une filmographie, voilà, on n'a pas les bras assez longs, quoi, hein. Franchement, Morgan Freeman, c'est un dieu vivant du cinéma, quoi. Donc on peut citer, je sais pas, on peut citer plein de films avec Morgan Freeman, on peut citer, je sais pas, Deep Impact, Robin des Bois, on peut citer, qu'est-ce qu'il a fait? Il en a fait tellement, Bruce Tout-Puissant, on peut citer, je sais pas moi, je sais plus, honnêtement, voilà, on va pas s'éterniser sur Morgan Freeman, parce qu'il est tellement connu qu'on sait même plus dans quoi il a joué, en fait. Mais Seven, bien sûr, oui, il a joué dans Seven, ne serait-ce que celui-là, allez, on va au moins dire Seven. On va aussi avoir le légendaire Gene Hackman, qui malheureusement lui aussi maintenant, l'âge faisant, s'est retiré depuis pas mal d'années maintenant du cinéma, donc il tourne plus rien depuis maintenant je dirais plus d'une vingtaine d'années, mais clairement c'est une figure très marquante du cinéma d'avant les années 2000 on va dire, puisqu'il a incarné un nombre incalculable de méchants déjà très marquants, plus d'autres rôles comme par exemple French Connection, et puis derrière on va l'avoir vu dans les Superman où il jouait Lex Luthor, le premier Lex Luthor, et il l'avait incarné avec maestria, puisqu'il a carrément marqué le rôle pendant très longtemps. Je pense que même encore aujourd'hui, c'est peut-être le meilleur Lex Luthor au cinéma. On l'a vu aussi dans, je sais pas, par exemple, Mort ou Vif de Sam Raimi, avec Sharon Stone, Russell Crowe et Leonardo DiCaprio. Donc c'est un western aussi, où il joue le méchant, bien entendu. Et puis là, dans Impitoyable, il joue aussi un rôle de méchant impitoyable, presque aussi pour le coup, on pourrait dire. On l'a aussi vu dans Les Pleins Pouvoirs, qui est aussi un film de Clint Eastwood, où il jouait le président des États-Unis, qui se retrouve, on va dire, dans de beaux draps. Je vais pas en dire plus, parce que bon, voilà, sinon je vais vous griller le film en 3 secondes. Mais c'est vraiment un super bon film aussi, celui-là. Et puis voilà, donc Gene Hackman, immense star, quoi. Et je veux pas dire de bêtises, mais il me semble aussi qu'il joue dans USS Alabama, hein, ce film de sous-marin culte de McTiernan d'ailleurs, je crois. Je crois que c'est dans l'USS Alabama. J'ai peur de confondre avec U-571, mais non, je crois bien que c'est Alabama, quoi. Et puis, on va avoir Richard Harris, qui est aussi une immense star du cinéma international, et dont je ne vais pas citer 150 films, parce que je vais simplement citer un film, et vous allez tous comprendre. C'est celui qui incarnait le premier Dumbledore dans les Harry Potter. Voilà. Donc voilà qui est Richard Harris. Donc désolé pour tous ceux qui vont dire que c'est un peu abusé de le réduire que à ça, mais il se trouve que je pense que ça reste son film le plus connu, et son rôle le plus célèbre. Donc voilà, comme ça, au moins, tout le monde voit qui c'est. Et puis, au niveau de la musique, qui est souvent une pièce maîtresse dans les westerns, hein, on s'en souvient dans la période justement Sergio Leone, avec Ennio Morricone qui nous a fait je ne sais pas combien de thèmes légendaires du cinéma, qui proviennent tous du genre western. Donc, et d'ailleurs, Quentin Tarantino en a repris pas mal dans quelques-uns de ses films, comme Kill Bill 2, ou même comme Les 8 salopards, par exemple. Et donc là, on va avoir un thème dans Impitoyable, composé par un certain Lenny Niehaus, que je connaissais pas plus que ça, mais en attendant, le thème qu'il a créé pour Impitoyable, il est juste magnifique. Cette musique, elle est superbe, elle est tout en retenue, tout en émotion. Voilà, ils sortent pas les grands instruments, les grands orchestres, c'est assez simpliste comme musique, mais ça fonctionne complètement. C'est même le genre de morceau qui a tellement tendance à s'incruster que des fois, il revient plusieurs semaines ou plusieurs mois après avoir vu le film, et que là, on se dit, ah merde, ça vient d'où ça? Je me souviens plus d'où ça vient. Jusqu'à la fois d'après où on regarde le film, et là, c'est la libération, parce qu'on se dit, ah d'accord, c'était ça. Et donc voilà, c'est ce genre de morceau qui peut clairement rester en tête pendant un paquet de temps et revenir comme ça, sans prévenir. Voilà, il s'accroche quoi. Et avant de passer à l'histoire du film, il faut quand même que je signale que ce film a eu 4 Oscars en 1992, dont l'Oscar du meilleur film. Je crois même que c'était la première fois que Clint Eastwood recevait des récompenses pour ses films. Donc 4 Oscars carrément, ça fait plaisir. Hein. Alors évidemment, il y a des films qui ont fait plus que ça, mais il y a aussi des films qui en ont pas fait du tout. Et donc 4 Oscars pour en plus un western, c'est quand même assez rare. Franchement, bravo. Donc le film commence dans un petit bled du Far West, hein, donc un petit bled comme on en voit plein dans les Lucky Luke ou autres westerns, hein, un bled du Far West quoi, dans lequel il y a un saloon, forcément, hein, qui dit Far West dit saloon. Et dans ce saloon, il y a forcément des filles de joie, on va les appeler. Et un soir, un des voyageurs, un des mecs qui passe par là, qui fait appel au service d'une de ces filles de joie, devient un petit peu trop brutal avec la fille. Mais genre, quand je dis un petit peu trop, c'est carrément même trop too much, quoi. C'est-à-dire qu'il va carrément lui taillader la tronche, et puis plus si affinité. Je vais pas aller plus loin dans les détails, mais voilà. Et donc le mec, en plus, il va se tirer. Bien entendu, on parle d'un mec qui était complètement pété au scotch, puisque là, c'est le genre d'époque où les mecs ils passaient leur temps à picoler, en pleine chaleur, en plus, tout ça, imaginez un peu l'état du gars. Et voilà ce que ça donne.
Alors, évidemment, le reste des filles, plus le patron du bar, vont faire appel au shérif du bled, qui est joué donc par Gene Hackman, pour qu'il intervienne et qu'il fasse quelque chose, c'est-à-dire qu'il punisse le mec qui a fait ça, on va dire. Parce qu'en plus, c'est des mecs connus dans le coin, et donc on sait où les trouver. Bon. Sauf que Gene Hackman, lui, le truc qu'il y a, c'est que c'est un ancien gangster, enfin, voilà, un ancien hors-la-loi, on va dire, qui a réussi un petit peu à se planquer en se reconvertissant comme shérif dans un bled. Donc il essaye à tout prix d'éviter les emmerdements. Parce que voilà, il faudrait pas que ça remonte trop haut, toutes ces histoires, et que ça fasse parler de son bled, et que on se penche sur son histoire personnelle, et qu'on découvre qu'en fait, c'est un planqué, quoi. Donc, c'est-à-dire, il essaye d'éviter au maximum tout type d'altercation qui peut faire parler un petit peu trop d'elle, quoi. Donc très vite, il va enterrer l'affaire. Et ça va forcément pas plaire, en tout cas, aux filles. Puisque la seule réparation que Gene Hackman a réussi à obtenir, c'est que les deux gars, parce que en fait ils étaient deux, même s'il y en a qu'un qui était violent, ils sont venus à deux, donc les deux gars ont été condamnés à leur amener des chevaux. Donc celui qui a été violent doit donner 2 chevaux, et son collègue doit en donner 1 aux filles, voilà, en guise de réparation. Donc c'est clair que ça va pas leur suffire. N'ayant d'autre choix pour obtenir ce qu'elles estiment être une vraie réparation, elles vont se cotiser entre elles, un petit peu à l'insu du patron du bar, puisque lui, en principe, il ramasse un petit peu tout ce qu'elles touchent. Là, elles vont en planquer au maximum pour pouvoir, en fait, engager un mercenaire qui va s'occuper du cas des 2 types qui ont agressé la fille. Enfin, en tout cas, il y en avait un, mais malheureusement pour son collègue, il fait partie du lot, quoi. Donc voilà, c'est les 2 gars qui vont dérouiller. Et c'est là qu'on va faire la connaissance du personnage de Clint Eastwood, qui est donc un ancien, pareil, un petit peu hors la loi, tueur, mercenaire, tout ce qu'on veut, qui est donc à la retraite, donc ancien alcoolique aussi, hein, bien évidemment, vous vous doutez bien, et qui s'est un petit peu planqué à la campagne. Il s'est trouvé un bout de lopin sur lequel il a construit sa ferme avec sa femme et ses 2 enfants. Sauf que, bon, pour la petite histoire, sa femme, elle est décédée quelques temps avant, donc il est veuf avec ses 2 gamins. Voilà. Ça, c'est pour la présentation du personnage. Et là-dessus arrive une ancienne connaissance à lui, jouée par Morgan Freeman, donc qui s'amène avec son cheval, et qui vient lui rendre visite. Bon, donc déjà, lui, il trouve ça un peu louche, puisque c'est quand même une fréquentation d'une époque qu'il cherche à oublier, donc même si ça restait un ami, voilà, il se doute qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Et effectivement, Morgan Freeman vient pour lui proposer un contrat. Et ce contrat, c'est le fameux contrat des filles de joie du saloon, où il y a eu la nana qui s'est fait agresser. Donc, elle cherche à embaucher des mercenaires pour faire le boulot, puisque le maire, pas le maire, mais le shérif de la ville, il s'en fout un petit peu, quoi. Morgan Freeman vient donc proposer à Clint Eastwood de partager le contrat à 2, puisqu'ils sont quand même tous les 2 assez âgés, et que ce sera toujours mieux de travailler en équipe. Mais bon, voilà, Clint Eastwood, il a vraiment tiré un trait sur cette époque-là de sa vie. En plus, il a 2 gamins qui sont pas très âgés, puisqu'ils doivent même pas avoir 10 ans tous les 2. Le plus âgé doit avoir 9 ans peut-être, et donc il faut quand même qu'il s'occupe de ses gamins, des cochons, enfin de la ferme en général, et tout ça, il peut pas s'en aller comme ça à l'arrache, vu que sa femme est décédée, il n'y a plus personne pour s'occuper des gosses. Normal. Mais quand même, après un petit moment de réflexion, il va se dire que l'argent du contrat, ce serait pas mal quand même pour mettre du beurre dans les épinards, quoi. Ça l'aiderait pas mal à la ferme et pour élever ses 2 gamins. Donc il va finir peut-être par changer d'avis, quoi. Et à ce moment-là, il va décider de rejoindre Morgan Freeman et de confier la ferme à son fils aîné, donc celui qui doit avoir maximum 9 ans, et de s'occuper de sa petite sœur, des cochons et tout ça, puisque quand même, à cette époque-là, les gamins, ils avaient pas vraiment d'enfance, on va dire, donc ils avaient rien d'autre à faire que de regarder leur père à la ferme, et donc le gamin, il a quand même appris le boulot, certainement mieux que nous aujourd'hui, on saurait ce qu'il faut faire en étant adulte. Donc le gamin, il va certainement pouvoir se débrouiller. D'autant qu'en plus, il y a quelques voisins pas trop loin qui certainement passeront le voir, quoi. Donc voilà. Sachant qu'en plus c'est le genre de contrat qui va le faire partir pour plusieurs semaines, clairement là on comprend que les gamins de l'époque, ils étaient élevés à la dure quand même, hein. C'est pas comme aujourd'hui avec TikTok et les smartphones. Et donc au bout de quelques jours de cheval, je dirais allez 1 ou 2 jours, il finit par rattraper Morgan Freeman, puisqu'il savait très bien où il allait, donc il n'y a pas 50 000 routes, surtout à cette époque-là, à cheval, les mecs tiraient le plus tout droit possible. Il a donc fini par retrouver la trace de Morgan Freeman, et vient lui expliquer que finalement, il a changé d'avis, et qu'il va accepter de faire le coup avec lui. Sauf que là, il va apprendre qu'il y a un 3e gars sur le coup, un petit jeune, qui s'appelle Le Kid. D'ailleurs, lui, qui est allé vers Morgan Freeman pour lui proposer de partager le contrat avec lui. Donc ça fait qu'ils vont être 3 sur le contrat. C'est un petit imprévu auquel Clint Eastwood s'attendait pas. Mais bon, c'est pas grave, ils vont le faire quand même, parce que ça représente quand même une belle somme. Sauf qu'il va pas falloir trop traîner, parce que les filles ayant fait une sorte d'appel d'offres, les premiers mercenaires commencent à arriver dans le bled, pour résoudre le problème.
Et notamment le personnage joué par Richard Harris, qui se veut, en tout cas se raconte un grand de la gâchette. Il est même venu avec son biographe, qui le suit partout avec son stylo, et qui écrit, et qui lit, et qui boit ses paroles, et qui les répercute sur papier à chaque fois que l'autre il ouvre la bouche. Et Richard Harris, donc c'est genre le mec un peu très pointu, avec la montre goussée dans le truc, enfin, le mec très méticuleux, mais qui se veut un tueur sans pitié. Tueur sans pitié que le personnage de Gene Hackman va pas tarder à démasquer, puisqu'il va lui coller une dérouillée en place publique, et il va le coller en geôle, donc en prison. Voilà, histoire de bien faire comprendre à tout le monde que ce type-là, c'est un rigolo, et que en fait, face à lui, il résistera pas. Et que le vrai boss du bled, c'est bien lui, Gene Hackman, le shérif, quoi. Donc, voyant ça, l'espoir des filles s'amenuise très fortement de voir à un moment donné arriver un type qui va pouvoir tenir tête à Gene Hackman, et en même temps solutionner leurs problèmes. Et sachant que nos trois autres comparses, donc le Kid, Morgan Freeman et Clint Eastwood, sont en route, mais que ça traîne un petit peu, clairement, l'espoir des filles s'évanouit de plus en plus. Surtout qu'en plus, au cours de leur périple, le personnage de Clint Eastwood a réussi à se ramasser une espèce d'énorme pneumonie ou un truc hyper violent qui le tient bien au corps et qui a deux doigts de le faire claquer, quoi. Et malheureusement, quand il va arriver dans le bled, au saloon, malade comme un chien, et qui va faire la rencontre de Little Joe, je sais plus quoi, donc le personnage de Gene Hackman, le shérif du bled, qui est venu pour faire comprendre que tous les mecs qui viennent ici pour répondre à l'annonce que les filles ont envoyée sont pas les bienvenus, et donc il va lui coller une énorme dérouillée, encore une fois, devant tout le monde, histoire de bien faire comprendre à tous ceux qui envisageraient de faire business avec les filles, que la porte, c'est par là. Il rigole pas, le Gene Hackman. Pendant ce temps, le Kid et Morgan Freeman, qui eux étaient montés à l'étage pour prendre du bon temps avec les filles, parce qu'eux ils étaient pas malades, quand ils vont voir ça, ils vont pas avoir d'autre choix que de foutre le camp par la fenêtre et décamper le plus vite possible, parce qu'ils savent très bien que ils vont se faire dégommer aussi, quoi, s'ils traînent un peu trop. Et donc malheureusement, ils vont laisser un petit peu le personnage de Clint Eastwood se faire humilier comme ça devant tout le monde, mais bon, c'est pour mieux revenir le chercher après et essayer de le soigner. Avec en plus l'aide des filles qui ont compris qu'ils étaient venus pour elles et qui se sont fait dérouiller, enfin en tout cas Clint Eastwood s'est fait dérouiller pour leur compte à elles, quoi. Donc elles vont être un petit peu compatissantes et puis elles vont essayer de le soigner, elles vont planquer quelque part et le soigner. Sauf que ne pouvant plus servir à grand chose dans l'état où il est, le personnage de Morgan Freeman et le Kid vont décider de tenter de remplir la mission tous les deux et de retrouver les deux gars qui avaient abîmé la fille au début du film. Mais ça va pas très très bien se passer. Et malheureusement, Morgan Freeman, il va se faire choper par les hommes de Gene Hackman. Et là, par contre, à force de se répéter, ça va l'énerver, Gene Hackman. Donc, il va être assez violent, assez méchant. Et j'ai bien peur que le personnage de Morgan Freeman, il y reste un peu quand même. Et ça, ça va pas plaire à Clint Eastwood, vous doutez bien. Et ça, clairement, à son réveil, une fois qu'il va être soigné, Clint Eastwood, il va pas apprécier, genre, mais pas du tout. Et il en fallait pas moins pour le déclencher. Parce qu'à partir de là, il va se remettre en mode impitoyable, d'où le titre, comme il était auparavant. Donc il va reprendre la bouteille de scotch, il va picoler, il va se mettre bien comme il faut pour ne plus éprouver aucun sentiment ni rien du tout. Et il va aller rendre une petite visite à Little Big Joe, je sais plus quoi. Voilà. Et là, je viens juste de me rendre compte que j'ai totalement oublié de m'arrêter de vous raconter l'histoire, ce qui fait que je suis peut-être allé un petit peu trop loin et que je vous ai sans doute spoilé une bonne partie du film. Donc j'en suis désolé, mais quoi qu'il en soit, j'espère que quand même ça vous a donné envie de voir le film. Parce que l'idée c'est quand même de voir le film, parce que là, à travers ce que je vous raconte, il n'y a aucune émotion, vous n'avez pas l'ambiance du film, vous n'avez pas les gunfights, vous n'avez rien du tout. En fait, vous avez juste ma trombine qui vous explique grosso modo ce qui se passe dans le film. Donc voyez-le, c'est le mieux quand même. Donc ma note pour ce film, en tenant compte de tout le contexte qu'il y a autour, c'est-à-dire tout le passif que Clint Eastwood peut avoir dans le western, en tenant compte du fait que ce film est une synthèse justement de tous ces films de western qu'il a pu faire auparavant, que là il met un terme à ce côté-là de sa vie en nous offrant le film qui met un point final un petit peu à ce personnage, on va dire, qu'il a accompagné toute sa vie. Moi ce film-là, je suis obligé de lui mettre un 19 parce que clairement c'est vraiment un très très bon film. Voilà. On s'en rend peut-être pas compte dès la première vision, mais honnêtement, en sachant tout ce que je viens de vous dire et tout, en connaissant le parcours de Clint Eastwood, voilà, on peut être que touché par l'adieu qu'il fait à son personnage de western, en quelque sorte, quoi. Et donc, nous aussi, on lui dit adieu à travers ce film.
Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce chef-d'œuvre du cinéma qui est impitoyable. J'espère que cette vidéo, comme d'habitude, vous aura plu. J'espère que les autres aussi vous auront plu et que vous allez continuer à suivre toutes les vidéos qui vont venir, parce qu'il va y en avoir plein d'autres. Et donc, je vous invite à vous abonner pour ne pas les rater, justement, à partager, à liker si vous avez aimé, et puis à commenter si vous avez envie de laisser votre avis, soit sur le film, soit sur le film au pif, la présentation, le décor, qu'est-ce qui pourrait améliorer, changer, enfin voilà. N'hésitez pas à commenter, et puis je répondrai aux commentaires les plus intéressants, bien entendu. Et puis sur ce, je vais vous dire à bientôt pour un prochain numéro du film au pif. Tchou!